Salut mon vilain, salut ma vilaine. Après avoir vidé la pharmacie et m'être fait un lavement pour me remettre de ce jour de l'an plein d'abus, il est temps pour moi d'enlever ma couche et de vous proposer du jamais vu sur YouTube, à savoir un top 10 des meilleurs films de 2019. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons parler de bons films. Faute de budget, j'ai pas pu voir tous les films de cette année. Donc si tu veux un top plus complet pour 2020, arrête de donner ton pognon aux enfoirés et n'hésite pas à me MP pour me faire des dons. J'ai passé mon temps à te gratter, tu peux pas me donner un petit 500 balles, un petit 1000 balles? Tout est accepté, même les tickets resto. Bon, du coup cette année j'ai pas vu Une vie cachée de Terrence Malick, Le Mans 66 de James Mangold, La Belle Époque de Nicolas Bedos et Les Misérables de Ladjili. Avant de passer au top que vous attendez tous, voici rapidement mes mentions honorables. Green Book de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, Douleur et gloire de Almodovar avec Antonio Banderas et Penélope Cruz, et An Elephant Sitting Still, un très bon et très long film du regretté Hubo. Maintenant, passons aux choses sérieuses, le top 10. En 10e position, The Beach Bum, le 6e long métrage d'Harmony Korine. Beach Bum est malheureusement un film trop peu connu du grand public, car en France il n'est sorti qu'en DVD. Étant assez fan d'Harmony Korine, j'attendais ce film et je n'ai vraiment pas été déçu. C'est l'histoire de Moondog, un écrivain qui vit à Miami, qui n'a écrit qu'un seul livre à succès et qui se fait entretenir par sa richissime compagne. Sa vie est rythmée par l'alcool, la drogue et les femmes. Moondog ne fait que ce qu'il a envie et ne se préoccupe jamais du futur ou de ce que les autres peuvent penser de lui. Cependant, sa femme va mourir et Moondog va devoir se remettre à écrire pour toucher l'héritage. Visuellement, c'est très beau, très coloré et dans le même ton que Spring Breaker. C'est un film très drôle, une ode à la liberté et à l'insouciance qui n'est pas sans rappeler l'écrivain Bukowski. Le rôle du marginal va parfaitement à Matthew McConaughey. Le film va dans tous les sens, avec une succession de scènes plus barrées les unes que les autres. On a l'impression de se balader dans Miami sous psychotrope, avec un Moondog déglingué mais attachant à l'image du film. Beach Bum est une sorte de Las Vegas Parano 2.0 et c'est aussi le seul bon film dans lequel on peut retrouver Snoop Dogg. En 9e position, Le Traître, un film italien réalisé par Marco Bellocchio. Ce film est une fresque historique entre le biopic et le documentaire qui commence au début des années 80 et qui raconte la fuite au Brésil de Busqueta, un célèbre membre de la Cosa Nostra. Pendant qu'il se cache au Brésil, en Italie, les règlements de compte vont s'enchaîner et tous ses proches vont être assassinés. Suite à son arrestation, Busqueta va être extradé, il va rencontrer le juge Falcone et va changer l'histoire de la mafia en trahissant la Cosa Nostra. Il est difficile de ne pas penser aux Parrain en voyant ce film, même si les deux sont différents. Le casting est remarquable, l'acteur principal est impressionnant. On se surprend à avoir de l'empathie pour un monstre. Le métrage est ultra réaliste, les scènes de procès sont magistrales et jamais ennuyantes. Pour tous ceux qui disent que le cinéma italien est mort, j'ai envie de leur dire « Allez voir Le Traître ». C'est un film coup de poing qui démystifie la mafia et rappelle que les soi-disant hommes d'honneur n'en avaient en réalité que très peu. En 8e position, The Irishman de Martin Scorsese, le 25e long métrage d'un des plus grands réalisateurs américains de tous les temps qui raconte la vie de Frank Sheeran, joué par De Niro, porte-flingue de la mafia qui va se lier d'amitié avec l'un des hommes les plus puissants des États-Unis, Jimmy Hoffa, le président du syndicat des camionneurs, les Teamsters. Ce film fait suite aux Affranchis, à Casino et montre comment la mafia a participé de près ou de loin à l'Amérique moderne. Le casting est impressionnant car on y retrouve De Niro, Joe Pesci, Al Pacino et Harvey Keitel. La mise en scène est maîtrisée mais pas sans défaut. En effet, le plus grand problème de ce film est le rajeunissement totalement raté des acteurs qui rend flou les nombreux sauts dans le temps. Préciser les dates aurait sûrement été une bonne chose pour rattraper ce gros défaut technique qui nuit largement à la compréhension du long métrage, surtout si on n'est pas déjà renseigné sur le sujet qu'il aborde. Ce film est sûrement trop ambitieux par rapport à sa durée. Il veut raconter beaucoup de choses en 3h30. Le rythme est inégal, tout va trop vite au début. C'est assez brouillon alors que la fin, qui est pour moi la meilleure partie, prend plus son temps.
Pour conclure, je dirais que The Irishman est un peu brouillon, pas sans défaut, mais c'est un film ambitieux qui démystifie la mafia, parlant avec justesse du temps qui passe et qui propose un très gros final lourd de sens. C'est un anti-Scorsese fait par Scorsese. Pour sa sincérité et sa proposition originale qui renouvelle le film de mafieux ainsi que le cinéma de Martin, je le mets dans ce top. 7ème position, 90s de Jonah Hill. 90s raconte la vie à LA dans les années 90 de Stevie, un gamin de 13 ans qui a une mère très souvent absente et un grand frère colérique et violent. Il va se lier d'amitié avec une bande de skateurs plus vieux que lui qu'il va suivre tout un été. 90s n'est pas un film qui propose un grand scénario. C'est un film à ambiance qui retranscrit avec fidélité et réalisme les années 90. Ayant grandi dans ces années-là, je me suis vraiment reconnu dans le personnage de Stevie. Tout y est. La bande-son des gros hits de l'époque, Wu-Tang Clan, Nirvana, Tribe Quest, les vieilles fringues streetwear, les vieilles consoles de jeux, etc. Ce film est rempli de détails qui le rendent réaliste et qui fera ressurgir de vieux souvenirs aux amoureux de cette époque. C'est un de mes gros coups de cœur de cette année 2019, je vous le recommande chaudement. En 6ème position, Parasite de Bong Joon-ho. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je parle de ce film qui a remporté la Palme d'Or cette année, car vous en avez sûrement tous entendu parler. Je dirais juste que c'est un bon film, très bien réalisé, avec de bons acteurs, mais qui a un scénario décevant et prévisible pour ma part. Je trouve que c'est un film surcoté et qu'il est très loin d'être le meilleur film de Bong Joon-ho. En 5ème position, Joker, réalisé par Todd Phillips. Comme pour Parasite, j'estime que ça ne sert pas à grand chose que je parle beaucoup de ce film. Je dirais juste que ça fait très longtemps que j'avais pas eu envie d'aller voir un film de super-héros, et j'ai beaucoup aimé car en réalité c'est plus un drame psychologique, et l'univers super-héros n'est qu'un prétexte pour parler d'un homme qui devient fou à cause de la société, que les fous sont les maux d'une société malade. Joaquin Phoenix est très impressionnant dans ce film et mérite son Oscar du meilleur acteur. Je crois que c'est sûrement mon Joker préféré, ou en tout cas ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est le plus touchant. En 4ème position, Lighthouse, le 2e long métrage de Robert Eggers, qui est pour moi l'un des réalisateurs de films de genre le plus prometteur de la nouvelle génération avec Ari Aster. Lighthouse raconte l'histoire de 2 gardiens de phare qui vont devoir cohabiter pendant 4 semaines vers la fin du 19e siècle sur une île mystérieuse loin de tout en Nouvelle-Angleterre. Thomas Weck, joué par Willem Dafoe, a déjà travaillé dans ce phare et va donc s'occuper exclusivement de la lumière de celui-ci, pendant que Winslow, joué par Robert Pattinson, va être contraint de faire toutes les tâches les plus ingrates, ce qui va rapidement créer un rapport de force. Une tension va s'installer entre les 2 hommes pendant que des événements étranges vont se produire autour d'eux. Pour moi, tout est parfait dans ce film. L'image est magnifique, on a l'impression de se trouver dans un film comme Nosferatu ou Vampire. Le format 4/3 renforce la sensation de claustrophobie que veut transmettre le réalisateur. Les 2 acteurs sont impressionnants et les dialogues sont jouissifs. Bref, je ne changerai rien dans ce film sur lequel l'ombre de Tarkovsky plane. C'est du très grand cinéma et un vrai bijou pour moi. J'ai hésité très longtemps à le mettre plus haut dans le classement. En 3ème position, Ad Astra de James Gray, avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones, raconte l'histoire de l'astronaute Roy McBride qui part au fin fond de l'espace pour retrouver son père qui est censé avoir disparu. Pour tuer le fantôme de son père, Roy va faire un voyage introspectif dans lequel il va devoir affronter ses démons pour sortir de l'ombre de son paternel qui est devenu une légende sur Terre. Les thématiques de ce film me font beaucoup penser à Solaris de Tarkovsky et à 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Cependant, il est très différent dans la forme, car Ad Astra est un film de science-fiction, mais aussi un film d'action très rythmé avec une imagerie magnifique. Ça faisait très longtemps qu'un film de SF m'avait autant fait voyager et rêver de par son visuel. Les images de ce film ont marqué ma mémoire et mon imaginaire. J'y pense encore très souvent et il m'arrive parfois d'en rêver. Je pense que ce film va m'accompagner très longtemps. Il mérite donc très largement la 3e place du podium.
En deuxième position, Midsommar, le deuxième film de Ari Aster. Midsommar, c'est l'histoire d'un couple qui va se rendre au fin fond de la Suède avec des amis pour se rendre dans une secte locale qui organise un festival. Les petites vacances de nos amis vont vite se transformer en cauchemar. La première chose marquante et originale dans Midsommar, c'est que c'est un film d'horreur en plein jour qui fait d'ailleurs beaucoup penser au film de Robin Hardy, Le Dieu d'Osier ou The Wicker Man. Ari Aster m'avait mis une claque avec Hérédité, mais avec Midsommar, il m'a clairement mis en PLS. Hérédité n'était pas parfait, mais dans Midsommar tout est maîtrisé. La clarté règne dans ce film. La lumière, les champs de blé, les costumes blancs et même la mise en scène. Le réalisateur nous montre tout sans rien nous cacher et filme les cérémonies en plan large pour ne pas que le spectateur en manque une miette. Le film est presque filmé en temps réel, ce qui le rend lent mais très immersif. On a vraiment l'impression d'être un invité de ce festival. Dans Midsommar, il y a également un gros travail sur les arrière-plans dans lesquels on voit des symboles inconnus ou bien les membres de la secte qui ont de drôles d'occupations, ce qui renforce la sensation que les personnages principaux mais aussi le spectateur sont perdus au milieu d'un environnement qu'ils ne connaissent pas, avec des codes qu'ils ne maîtrisent pas. Ce film a également une dimension anthropologique qui donne beaucoup de crédit et de réalisme à ce que le spectateur est en train de voir. Bref, on ressort étourdi de ce film comme drogué. C'est un film qui marque et bouscule le spectateur de par son visuel, son propos et son intelligence. C'est de loin un des plus grands films de 2019, l'un des meilleurs films de genre de cette décennie, et il aurait pu largement être premier de ce classement. En première position, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. En 1969, Rick Dalton, une star de série TV en fin de carrière interprétée par Leonardo DiCaprio, et sa doublure Cliff Booth, jouée par Brad Pitt, vont assister à l'avènement du nouvel Hollywood qui marque la fin du cinéma classique hollywoodien. En parallèle, on va suivre l'histoire de Sharon Tate ainsi que de Charles Manson et de sa secte. Avant tout, Once Upon a Time in Hollywood est un film à ambiance, un film qui donne à réfléchir sur le temps qui passe pour les individus, mais surtout pour l'industrie du cinéma hollywoodien. C'est un film plein de nostalgie, fait par un amoureux de cette époque. Tarantino nous propose sa vision fantasmée de la fin des années 60, qui est sans aucun doute sa période de cinéma préférée. Ce film est une ode au cinéma, à ce média qui permet de s'échapper de la réalité et qui n'a pas de limite pour l'imaginaire. Tarantino se sert du cinéma pour recréer l'histoire de ces années en nous la racontant sous forme de conte de fées. Si l'histoire s'était passée comme dans Once Upon a Time in Hollywood, peut-être que l'Amérique qui fascine autant Tarantino n'aurait pas changé aussi vite. Pour le spectateur qui connaît bien l'histoire de Manson ainsi que de Sharon Tate et qui aime les années 60-70, il ne peut être que fasciné par ce film. Le sujet est maîtrisé, plein de détails, et Tarantino s'amuse à ponctuer son récit d'une multitude de références qui contextualisent l'histoire et la rend crédible. Pour un spectateur qui ne connaît pas le contexte du long métrage, ça peut être à double tranchant. Soit il n'accroche pas du tout et s'ennuie en pensant que le film ne raconte pas grand-chose, soit il va être captivé par l'ambiance ainsi que les personnages et va vouloir faire des recherches sur le sujet pour avoir une lecture plus précise sur ce film. Once Upon a Time ne prend pas le spectateur par la main, mais si celui-ci s'investit, c'est un film très généreux et jubilatoire, porté par un gros duo d'acteurs qui jouent à merveille. C'est pour moi l'un des meilleurs films de Quentin Tarantino et le meilleur film de 2019. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Si ce top t'a plu et que tu veux voir d'autres vidéos sur le cinéma, n'hésite pas à t'abonner à ton vilain serviteur. À très vite.